Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, nous accueillons nos deux spécialistes en histoire contemporaine, Léopold et Franck. Je vous demande pas comment vous allez, parce que je sais que vous allez bien, je sais que vous allez toujours bien quand on parle de guerre. Parce que oui, la guerre, c'est un sujet qui est horrible, scandaleux, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, ça fait aussi partie de l'histoire de l'humanité, et c'est extrêmement intéressant à analyser. Et en plus, tous les deux, vous le faites très très bien. La dernière fois, on avait parlé du débarquement de Normandie, cette fois-ci, on va parler un petit peu du débarquement de Provence. Ça vous évoque quoi, à tous les deux, finalement, le débarquement de Provence ? C'est les cigales, là, c'est le cigalou qui chante. C'est les cigales qui font fuir les Allemands. C'est vrai que c'est moins connu hein, comme, Il est beaucoup moins connu, ouais, tout à fait. que l'opération Overlord, hein, que 6 juin 44. Personnellement, c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais beaucoup plus tardivement que le 6 juin 44. Après, quand j'étais petit, on allait plutôt en vacances en Normandie qu'en Provence, donc forcément. Ah oui, c'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Je pense que c'est aussi parce que je pense que les Américains font plus de films sur la Normandie que Oui. sur la Provence, à mon avis. Clairement, ils sont plus impliqués sur le débarquement en Normandie. Il y a moins de combats sur le débarquement de Provence. En termes d'opération, c'est plus le coup de grâce que réellement la dure lutte. Donc forcément, à l'écran, c'est moins gigantesque parce que globalement, les Alliés roulent sur les Allemands. Donc il n'y a pas eu de bataille. Ici, il y a quand même quelques batailles à l'opération. Oui, mais il n'y a pas eu une bataille de Normandie. Il n'y a pas eu une bataille de Provence comme il y a eu une bataille de Normandie. Quoi. Une fois qu'ils ont débarqué, ils ont tracé jusqu'à l'est, jusque dans l'est, et puis. Il y a assez peu de résistance efficace. Il faut dire qu'ils n'ont ni les troupes ni rien. Enfin, les Panzers, ils étaient dans la bataille de Normandie, donc je crois qu'il n'y avait qu'une seule division Panzer en bas, donc forcément, c'était pas. Ça fait moins le café, quoi, on va dire. Ça fait moins le café, quoi. Ouais. Ouais, et puis même moi, tu vois, au début, j'étais pas quand on avait fait le spécial débarquement de Normandie. Pour moi, ça semblait être une évidence. Et puis après, je suis allé en vacances en Provence. Je vous raconte un peu ma vie. Et notamment, j'étais sur une des plages du débarquement de Provence. Et je me suis dit, putain, mais vraiment comme ça. Je me suis dit, putain, mais c'est pas juste en fait que à chaque fois on parle tout le temps de la Normandie. Je me suis dit, ce serait sympa de faire un truc sur le débarquement de Provence. Et en même temps, quand j'ai commencé à m'enseigner un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça a l'air tellement plus easy que la Normandie que tu comprends pourquoi effectivement dans la culture populaire ça reste pas trop. Mais malgré ça, je trouve que ça reste dommage parce que c'est un moment un peu pas charnière, mais qui enfonce le clou, on va dire, sur la victoire et sur la libération, je pense. Ouais, après, les enjeux sont moins importants. Après, je sais pas si on le verra après, mais clairement, les Allemands se sont très vite rendus compte que de toute façon, ils allaient pas tenir et ils ont pas non plus cherché, malgré quelques ordres d'Hitler, les officiels allemands ont pas cherché l'affrontement final, contrairement à la Normandie où il y a eu plein de tentatives de contre-offensive, bref, il y a eu beaucoup de combats. Bon quand le débarquement a réussi en Provence, les Allemands ils ont fait c'est plié, faites vos bagages, on rentre. Hein. Ils ont rage quit, ils ont fait c'est bon, je m'en vais, Alt F4. Allez, c'est ça. Il y a pas le même acharnement par rapport à la Normandie ou à d'autres fronts comme les Balkans où il y a vraiment parce qu'on pourrait dire ça pourrait être intéressant pour la résistance en France, mais pareil les combats de la résistance à ce moment-là, on n'est pas sur des combats comment dirais-je dantesques comme ça a pu être le cas en Yougoslavie. Où l'armée de libération yougoslave se libère quasiment toute seule de l'envahisseur nazi, où il y a tout un tas de batailles tragiques où des Serbes et des Croates vont s'entre-déchirer. Enfin, il n'y a pas tous, mais bon, basiquement, une fois que les Allemands sont montés dans leur voiture, de temps en temps, ils passent à côté de résistants qui leur tirent dessus en rigolant. Et puis, bon, il y a 2-3 actes de représailles, mais on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Quand dans le même temps, à l'Est, t'as l'opération Bagration, et il y a des batailles absolument monstrueuses entre l'armée soviétique, et l'armée allemande. Bon, la comparaison, c'est pas le figure. Quoi. Ouais. Surtout quand on parle de spectacles comme le cinéma ou autre, ça laisse moins de marques visuelles. Et puis, par rapport à la libération de Paris, qui est symbolique pour les Français. La libération de Marseille, dans notre pays très jacobin, c'est moins important dans l'historiographie. C'est bien dit. C'est très très bien dit. Ok, est-ce que vous seriez chaud pour un petit quiz qui sera assez rapide finalement sur le sujet ? Ah les quiz, on adore ça. Hein. Ouais.
Eh On bah, ne fait écoutez, que des quiz et vous on ne aime vivez ça. que pour les On ne quiz. vit que pour les quiz. Si j'avais pas fait de quiz, je ne serais pas venu. Ah bah Oui, oui, je non. m'en doute, je m'en doute. Eh ben écoutez, dans ce cas, c'est parti pour un petit quiz sur le débarquement de Provence. Il y aura 8 questions. Alors, est-ce que, messieurs, vous connaissez le nom de code de l'opération du débarquement de Provence? Oui. Je laisse à Franck Alors, l'honneur. ok, très bien, la primauté, très bien. Le premier sang. Il s'agit de l'opération Dragoon, qui est en fait un deuxième nom, puisqu'elle avait un autre nom. Peut-être que tu t'en rappelles, j'ai oublié l'autre nom de l'opération. Non, je l'ai lu hier et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, bah j'ai oublié aussi. Mais oui, effectivement, c'est son deuxième prénom. Oui. Exactement, son Deuxième nom de prénom. base, c'est l'opération Anvil, qui veut dire Ah enclume, oui. du coup, en anglais. Je Et suis l'opération aurait été renommée Dragoon par Winston Churchill, qui était hostile à ce débarquement. Il déclara y avoir été contraint, et donc du coup Dragooned, je sais pas trop comment prononcer, Ouais. en anglais. La Du coup. Dragoon, ouais. Voilà. Mais c'est Ouais. c'est l'équivalent de la dragonnade hein, en français. Donc Ah, Ouais, oui. c'est ça. il s'est fait dragonner la gueule et il a fait bon bah tant pis, on y va. Allez. Ouais, c'est vrai que finalement l'opération, j'en profite que c'est un petit quiz, hein, on peut en discuter un peu. Vas-y, digressez. Que ce débarquement de Provence, c'est aussi un peu un marqueur du renversement de puissance chez les alliés occidentaux. C'est-à-dire qu'en 44, le bras de fer entre Américains et Anglais n'existe plus. Hein. Les Anglais maintenant sont relégués au second rôle. Les Américains ont pris le pas, et comme tu l'as dit, donc Churchill n'en voulait pas, il s'est fait dragonade, parce que Churchill, lui, fidèle à la tradition britannique, il voulait plutôt aller dans les Balkans, puis remonter sur Vienne, l'Autriche, et puis couper l'herbe sous le pied aux Soviétiques. Et les Américains n'en voulaient pas, ils voulaient le débarquement de Provence et ils l'ont imposé. Donc c'est vraiment un marqueur, ce débarquement de Provence, de la supériorité américaine désormais dans l'alliance occidentale. Ouais, c'est un inversement des puissances presque. Ouais, c'est ça, voilà. Vraiment. Maintenant, c'est les Américains qui sont en commande, hein, ceux qui ont le plus d'hommes, le plus de matériel. Donc, bon, c'est. Le plus de tout. Hein. Le plus de tout, voilà. Et donc, depuis Téhéran, hein, Churchill a accepté ça. Voilà. Après, je pense qu'on peut l'imputer quand même aussi un peu à De Gaulle, parce qu'il était très très fan et était très très motivé à débarquer des troupes françaises en France, ce qui a quand même pas mal, je pense, aidé la cause américaine, puisque on rappelle De Gaulle a quand même menacé de retirer toutes les troupes françaises sur le front italien si Churchill n'acceptait pas un débarquement en Provence. Donc, ce qui est pas une menace en l'air, hein, puisque si je me trompe pas, ça représente au moins 100 000 soldats. Donc c'est pas une paille quoi. C'est pas j'enlève mon estafette quoi. Hein, Ouais. c'est j'enlève la Légion étrangère. Et là tout de suite c'est pas la même menace. Bah, du coup, dans la foulée, vous avez répondu directement à la deuxième question, qui Oui, était alors. pourquoi est-ce que Churchill a fini par changer d'avis. Donc oui, effectivement, bien joué. Bien joué à vous. C'est pour les raisons que vous venez de citer à l'instant. Donc on va directement passer à la question 3. Finalement, quel est l'objectif de ce débarquement de Provence? L'objectif pour qui? Ça Pour les ferait, Américains, pour les Français? Ça fait Pour le les même. deux, soyons fous. c'est de prendre les troupes allemandes en étau, enfin de remonter la vallée du Rhône et les prendre, C'est ça, ouais. En tout cas, faire moi, une c'est ce que j'ai jonction trouvé, c'est avec faire une jonction avec les l'opération troupes de Normandie, quoi. Ouais, Normandie, c'est ouais, ça, hein. tout à fait. Et prendre Pour- tout ça, D'où le premier nom d'ailleurs, hein, Landville, l'enclume, Ouais. le marteau et l'enclume. Hein, Ouais. clairement. de claquer les Allemands. Mais côté français, je pense qu'il y a vraiment l'ambition de remettre sur pied une armée française Ouais. indépendante du commandement américain. D'ailleurs, De Gaulle a beaucoup insisté pour que l'opération soit sous commandement français, ce que les Américains n'accepteront pas. Et comme De Gaulle a le choix entre ne pas faire l'opération et accepter le commandement américain, bah, il accepte le commandement américain. Les Américains, ils ont fait non. Mais par contre, une fois que les armées françaises, notamment l'armée d'Afrique, donc on parlera peut-être un peu après, sont entrées en France, se sont ragrégées à tous les groupes de résistants, les forces françaises de l'intérieur, etc. Et elles ont réussi à reformer une armée française. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup pour De Gaulle, pour la France de manière générale. Il y a quand même aussi cette importance de ne pas laisser les Américains faire tout le boulot en France. Ouais, Pas il passer trop pour voulait, des pignoufs. voulait libérer le maximum de territoire national avec les forces françaises, mais bon. D'ailleurs, certains officiers français vont très largement outrepasser leurs ordres et faire les Américains ont dit qu'on s'arrêtait à Lyon, ouais, on se rejoint à Strasbourg, hein. Allez, salut. La question suivante, du coup. Quels sont du coup les différents États qui participent au débarquement, quel que soit le camp? Alors les Allemands, Ouais, les Français, les Américains. ouais. Alors, est-ce que tu veux la liste de toutes les nations représentées dans les troupes allemandes? Parce qu'il y en a un paquet. Il y en a des foutres à chier. Oui, j'imagine que sur le mur sud, là, il doit y avoir. Il y a des Géorgiens, il y a quoi? Il y a de l'ukrainien, du géorgien, du tchèque, du polonais. En fait, c'est l'une des grosses caractéristiques de l'armée allemande à ce moment-là, c'est qu'ils ont Ouais. tellement pas de soldats
et qui font pas du tout confiance aux Polonais sur le front de l'Est, allez savoir pourquoi. Curieusement. Et que comme la Normandie, pareil, c'est un théâtre très actif, bah, ils ont mis tout ce qu'ils avaient de réserve plus ou moins fiable sur les terrains où ils savaient que même s'ils étaient attaqués, de toute façon, ils allaient perdre. Donc bon, voilà. J'avais écouté des reportages où il y avait des lettres traduites d'officiers allemands ou de soldats allemands qui étaient justement sur le front de Provence, où basiquement ils expliquent que la moitié de l'unité ils sont polonais, ils parlent polonais entre eux et ils comprennent pas ce qu'ils disent et clairement ils ont pas envie de rester là. Et ils parlent polonais, ils nous regardent et ils rigolent, on se sent pas bien. Hein. Ouais, t'as un peu cette sensation là quand t'écoutes les types. Quand est-ce qu'on part? Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y avait des Britanniques qui ont débarqué? Il y a des Britanniques qui Ah, il y a des débarquent aussi. Ouais, Ouais, tout à comme des fait. Britanniques, ok. Ouais, il y a quand même des Britanniques. Et tout à des fait. Corses. Et des Corses. Qu'on est obligé de D'accord. compter à part parce que sinon on se fait, Ouais. Nous, on est Bien les vu, amis des bien Corses, hein. On est les amis des Corses, tout va bien. on rappelle l'Ardèche, c'est la Corse continentale. C'est à peu près la même forme. Du coup, est-ce que vous avez une idée de combien de soldats français ont été mobilisés pour la bataille, à peu près? Oui. Ah, vas-y. 240 000 si je me trompe pas sur les 350 000 soldats de l'opération. Après, ça dépend si on compte toute l'opération, comme je le fais, Ouais. ou si on compte juste le débarquement, auquel cas il y a à peu près 50 000 hommes sur le débarquement, mais seule une toute petite partie est française, 2 commandos, un peu moins 67 pour le premier, je me rappelle plus pour le deuxième, donc un peu moins de 200 commandos 200 Gugus. Ok. qui débarquent sur les flancs avant le reste du débarquement. Ok. Pour des Corses. Est-ce que tu connais le nombre de soldats des forces de l'Axe qui sont présents dans les 80 000 à environs? peu près. 80 000. Bravo, bravo. Il me semble que c'est quelque chose comme 80 000. Alors, question suivante. Les forces françaises sont composées à 90% de soldats venus d'Afrique Nord. On en reparlera plus précisément tout à l'heure, bien évidemment. Parmi eux, combien en pourcentage, à votre avis, sont réellement des populations d'Afrique du Nord et pas des pieds noirs? Ouais, troupe coloniale, Ok. il y en a combien? Moi j'ai la réponse, mais Ah, parce que j'ai regardé le truc tout à l'heure, donc ah. Je sais pas combien. Alors attends, je vais te dire 60-70% de coloniaux. Moi, j'ai trouvé Mais 50, pas j'ai trouvé tant que ça. 52. ils sont pas si nombreux que ça. Ah ouais, je Par pensais rapport, que... par rapport aux proportions de population, hein, j'entends. Oui, oui. Parce qu'ils se représentent quand même 170 000 ou 180 000 soldats, donc ça reste une très belle participation. Mais effectivement, les pieds noirs sont très très fortement mobilisés. Ils représentent, en comptant toutes les populations juives séfarades qui ont été nationalisées par la France, qui font partie des conscrits, représentent à peu près 40-45% des troupes, contre effectivement 50-55%. Ça dépend aussi des unités. Ouais. Pour les Maghrébins, qu'ils soient marocains, algériens ou tunisiens, dans les différentes unités de conscrits, ce qui fait que la population pieds noirs va quand même connaître une conscription de quasiment 16%, ce qui est énorme. Oui. Par rapport en plus à la taille de la population complète des Français en Afrique du Nord. Je rebondis sur ce que tu disais sur ça dépend des unités. C'est vrai que les pieds noirs, étant donné qu'ils ont reçu une instruction, on les retrouve beaucoup plus dans les unités qui demandent des armes savantes, notamment dans les tanks et l'artillerie. Les coloniaux sont beaucoup plus dans l'infanterie. Ce qui ne les empêchera pas d'ailleurs de se décorer, hein, puisque de mémoire, l'unité la plus décorée de l'armée d'Afrique, c'est une unité marocaine. Ok. Ah oui, ça, ils ont pas démérité, oui, clairement. Qui sont très 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 motivés. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez triste pour la suite. Alors, combien de points de débarquement existe-t-il du coup pour le débarquement de Provence? Ça dépend, tu comptes les commandos ou pas? J'ai regardé la carte et j'ai compté tous les points où il y avait des petites flèches. Ouais, de Moi, mémoire, j'en ai- je crois qu'il y a 3 zones. Il y a 3 zones d'action, mais de plage, il doit y en avoir une demi-douzaine. Ouais, il y en a, j'ai trouvé 7 moi. Il y a Sitka, Rosie, Romeo, Alpha, Delta, Camel et Rugby pour les parachutistes qui sont de l'autre côté du coup. Ah bah, ça fait pas mal, hein. Avec le pour objectif du coup de débarquer et de constituer une ligne de front qui ferait à peu près 25 km de profondeur que les Américains ont appelé la Blue Line. Et puis j'ai vu que, en regardant hier aussi, que contrairement au débarquement de Normandie, il y a eu pas de division aéroportée qui a été lâchée. Ils ont fait ça par brigade. Voilà, ça m'a étonné parce qu'ils ont quand même parachuté des gens, mais. C'est quoi la différence entre une division et une brigade du coup pour un néophyte? Parce que moi par exemple, tu vois, La je taille. saurais pas te dire quelle est ouais, je m'en doute, mais Principalement la taille de l'unité. mais laquelle est réduite par rapport à l'autre du coup. La division qui est plus grande que la brigade. Ouais. Et Ok. en fait, ça dépend. Le problème, c'est que là aussi, ça dépend des pays. Oui. T'as des pays qui ne comptabilisent pas les divisions, les brigades et autres de la même manière. T'as des pays qui Ouais. n'ont carrément pas de division, les Russes notamment. Parce qu'on parle de division russe, mais en réalité, il faudrait parler de brigade russe. Ok. Qui fait qu'il y a 20 foutrachiers de plus
d'unités à suivre sur les offensives russes, parce que les brigades étant parfois 2 ou 3 fois plus petites que les divisions, tu démultiplies d'autant le nombre d'unités sur la carte, donc très très vite ça peut être un foutoir monumental. À l'inverse, les Allemands, eux, pour le coup, ils aiment bien centraliser, c'est bizarre. Hein. Mais du coup, ils ont très très peu de divisions, elles sont très très bien ciblées. Et dans une brigade, en gros, c'est quoi? C'est une centaine de personnes ou... Ça dépend en détail, mais on va de 3, 6, 7 000. Ah oui, d'accord, ouais. C'est un gros truc alors, ouais. Voilà, la division américaine classique, c'est 10 000 hommes. Ok, d'accord. Une 100% hommes, t'as ce qu'on appelle une compagnie, qui était pour le coup un vieux terme médiéval. Eh ben, merci pour les précisions. Et justement, question suivante, et qui sera la dernière question. Combien de parachutistes étaient donc présents lors de l'opération, à votre avis? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Et au pif, si t'as dit une brigade, on va dire, je sais pas. Ouais, non, encore que, ils sont même peut-être quelques centaines. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient quelques milliers. Eh ben, ils sont 9000 apparemment. Ah ouais. Ah bah, Essentiellement, du coup, britanniques et américains. Qui ont été parachutés, du coup, sur le point d'opération Rugby, qui est derrière, du coup, Toulon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est comme ça que prend fin notre petit quiz, messieurs, qui a été très rapide, mais que vous avez su agrémenter de nombreuses anecdotes croustillantes, et je vous en remercie. Plaisir. Et t'es Et pour il nous. et il me semble que du coup, Franck, tu voulais revenir un petit peu sur l'armée d'Afrique, il me semble. déjà, peut-être d'abord sur le débarquement en lui-même, parce que je pense Ouais. qu'on en parlera moins sur la suite. Mais basiquement, les Américains débarquent entre la nuit du 14 et du 15 août 1944. Ils ont quasiment 900 navires pour faire l'assaut, entre guillemets, plus tous les navires de débarquement, donc c'est une force absolument gigantesque. L'objectif étant à terme de débarquer quand même 350 000 hommes, c'est-à-dire que quasiment 2 fois plus que sur le D-Day en Normandie. Mais au démarrage, effectivement, peu de soldats, puisqu'à entre guillemets à peine 50 000 hommes face à 80 000 Allemands. La grosse différence, c'est que ici les défenses, les fortifications sont très faibles. Là où le mur de l'Atlantique, c'est un gros réseau de fortifications avec énormément de bunkers, avec énormément de systèmes de défense. En Provence, c'est pas tout à fait le cas. Alors que ce soit par l'effet du chant des cigales ou par le fait qu'ils contrôlent absolument plus rien dans l'arrière-pays parce que la résistance a quasiment pris le contrôle d'à peu près tout en dehors des routes et des points forts. Les Allemands n'ont pas construit de grosses lignes de défense en Provence. Ils ont surtout mis des mines pour tenter d'arrêter des vagues d'assaut, mais c'est pas du tout suffisant. Même si toutes les mines ne réussiront pas à être enlevées, ce qui va causer quelques dégâts sur certaines plages de débarquement. Le fait est que comme ils ont un réseau de défense qui est bien moins puissant, sur l'une des plages de débarquement, juste sur les premières dizaines de mètres, sur les dizaines de morts et potentiellement centaines de capturés allemands, on compte à peine quelques dizaines de touches côté américain. Les Allemands se font littéralement pulvériser. J'écoutais tout à l'heure un commentaire d'un marin américain qui servait sur une frégate et qui se trouvait sur la ligne de bataille devant le cuirassé Texas, qui explique assez bien la puissance de feu que les Allemands se sont pris en travers du museau. En plus de ça, les Alliés ont rajouté, histoire d'être sûr de leur coup, une opération de diversion un peu plus loin. Ce qui fait que les 80 000 soldats allemands sont en réalité pas du tout présents sur les plages de débarquement, hein, ce qui va très vite donner l'avantage aux Américains. Et en fait, très vite, à chaque fois que les Allemands vont tenter de mettre une nouvelle ligne de défense, ils vont se rendre compte dans l'heure qui suit que la ligne de défense elle a déjà été prise, elle a déjà été dépassée. Et on a comme ça toute une série de retraites où à chaque fois ils essayent de remettre une ligne de défense désespérément en essayant de contenir la poussée jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que de toute façon ils arrêteront plus rien. La dernière bataille majeure, entre guillemets, ayant lieu à Montélimar, juste de l'autre côté du Rhône, qui scelle définitivement le fait que les Allemands ont perdu le sud de la France et vont se replier à toute berzingue vers le nord. J'en profite du coup pour faire un petit aparté sur la bataille de Montélimar, parce que d'une part c'est à côté de chez moi et aussi je trouve ça assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le débarquement de Provence a eu pour effet d'avoir de nombreux bombardements qui vont détruire la plupart des ponts du Rhône et de la Drôme. Le pont de Livron, le dernier à encore être debout, est détruit dans la nuit du 16 août 1944 par les résistants français. Ce qui veut dire que techniquement, le 17 août 1944, malgré l'ordre d'Hitler de faire retraite vers le nord, les armées allemandes se retrouvent sans endroit où passer. On a des véhicules qui vont s'amoncer entre Livron et Montélimar, contraignant donc les Allemands à livrer bataille. Ils doivent quand même affronter 5000 hommes de la Task Force Butler, qui correspond à l'avant-garde de la 36e division d'infanterie de l'armée américaine, mais également près de 2000 maquisards, appuyés aussi par une forte aviation. Les Allemands occupent des positions qui sont situées à l'est de Montélimar, sur la route de Dieulfi, et tentent tant bien que mal de lutter contre les armées américaines, tout en tentant malgré tout de continuer leur mouvement vers le nord. La 3e division américaine arrive au sud, finit par occuper Montélimar. Le pont de pierre de Montélimar est miné et détruit à 11h par les Allemands.
pour éviter de se faire pourchasser. Et c'est dans la nuit du 28 au 29 que la 198e division de réserve allemande, qui a été défaite en Normandie et placée en Provence d'ailleurs, tente de reprendre la route vers le nord une bonne fois pour toutes, mais les forces sont divisées en plusieurs groupes et soumises à de violentes attaques. La plupart des Allemands sont faits prisonniers, ainsi notamment que le général Richter de la 716e division d'infanterie allemande, qui est capturé au total avec 1200 hommes par le 141e régiment d'infanterie américaine. Donc au final, les FFI rentrent dans la ville par l'est, prennent position près de l'Oriol, coupant la nationale 7, et ainsi la retraite possible de l'Allemande. C'est le 29 août 1944 que se termine la bataille de Montélimar, avec un bilan qui est complètement catastrophique pour l'armée allemande, avec près de 2500 morts, 3000 prisonniers, et près surtout de 3500 véhicules abandonnés tout le long de la route. Le général américain Lucian Truscott, qui commande le 6e corps d'armée américaine, a décrit dans ses mémoires, je cite, « De Montélimar à Livron, routes et voies ferrées étaient jonchées d'épaves, de chars, de canons, de véhicules de toutes sortes. Des centaines de cadavres d'hommes et de chevaux couvraient la plaine. » C'est finalement à partir de ce moment-là que la retraite allemande se transforme réellement en déroute. Mais bon, moi je digresse, je te relaisse la parole, Franck. Hitler va quand même te donner des ordres, un peu comme à Paris, mais je pense qu'on le verra après. De se battre jusqu'au dernier homme, de tout détruire, bref. Hitler, quoi, comme d'hab. Qui ne sont évidemment pas respectés, surtout qu'en plus on l'a dit tout à l'heure, les garnisons elles sont pas forcément que allemandes, et les garnisons de Marseille et de Toulon vont assez rapidement se rendre, même s'il y a quelques morts, quelques dégâts quand même côté français, puisque les troupes françaises, contrairement aux Américains qui avaient demandé aux Français de foncer vers le nord pour essayer de couper la retraite des troupes allemandes, potentiellement celles de Toulouse et de Bordeaux, les troupes françaises veulent absolument s'emparer de Marseille et Toulon, qui sont des symboles assez importants, ce qui fait qu'ils vont lancer des assauts assez rapides sur les villes, ils vont quand même perdre 5000 hommes, ce qui est quand même important, même si on est très très loin, encore une fois, des offensives gigantesques, que ce soit d'ailleurs en Normandie ou sur le front de l'Est, on n'est pas tout à fait sur les mêmes pertes. Après, si je peux me permettre, juste, Vas-y. Hitler, après la contre-offensive ratée de Mortain, il me semble quand même qu'il baisse les bras pour la France. Enfin, il autorise le repli des troupes allemandes de la France. Contrairement au front de l'Est où il veut que ses troupes restent sur place, après Mortain, même lui comprend que la France est perdue et de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il n'a plus d'armée, mais il autorise ses troupes à se replier. Donc d'abord derrière la Seine et puis après, vu qu'ils se sont tournés partout, il autorise la retraite jusqu'à la ligne Siegfried, où là, par contre, les troupes allemandes sont sommées de rester. Donc il y a quand même une prise de conscience, très tardive. Heureusement pour nous, très tardive. Par rapport à la chute de Marseille et de Toulon, effectivement, il y a un petit changement de. C'est-à-dire qu'entre-temps, il n'y a plus de front de toute façon. Donc les officiers de l'armée allemande arrivent à faire entendre à Hitler que de toute façon, c'est foutu. Donc à un moment donné, quand faut y aller, quoi. Ah oui, clairement, il faut rentrer à la maison. Mais pour le coup, comme à Paris, il a tenté au début en tout cas, de faire de Marseille une ville martyre, parce que l'objectif était de faire payer aux Alliés leurs offensives, ce qui fort heureusement n'a pas eu lieu. Et aussi de rendre le port de Marseille inutilisable pour la logistique alliée. C'est ça qui est assez paradoxal aussi, c'est que Marseille a été très oublié pour le reste du conflit, notamment parce que les Anglais n'y voyaient pas une importance stratégique majeure. Montgomery notamment ayant espéré qu'on envoie plus de troupes en Normandie plutôt qu'en Provence, dans l'objectif un peu fou des Anglais d'être à Berlin avant les Russes, tout comme d'ailleurs à la base ils voulaient pas l'opération de Provence pour pouvoir tenter de remonter en Italie et dans les Balkans, ce qui quand on connaît les Alpes un minimum est quand même une idée particulièrement osée, en tout cas depuis Hannibal, qui n'a été réussi à ma connaissance par pas beaucoup d'armées, pas forcément stratégiquement la chose la plus brillante pour le coup de Montgomery ou Churchill, surtout qu'en plus les ports de la Manche sont déjà complètement surchargés par les troupes déjà sur place, au point qu'ils ont du mal à ravitailler tout le monde en munitions et en essence. Et en sachant qu'en plus, une fois Marseille reprise sans sabotage, elle fera passer plus d'un quart, je crois que c'est 26% du trafic, que ce soit en munitions, en pétrole, etc., vers le front. Il libérait en plus avec quasiment un mois d'avance sur les plans, avec l'opération, les libérations de tout le sud de la France est arrivé, mais un mois plus tôt que ce qu'ils avaient prévu, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que comme de toute façon le front allemand il s'est effondré, les officiers sur place ont fait il y a personne en face, on y va quoi. C'est vrai que voilà, les Français débarquent 5 jours plus tôt que prévu. Il y a vraiment tout un effet boule de neige où on se rend compte que, je pense aussi côté allemand comme côté allié, on se rend compte que tout ce que les Allemands avaient encore réellement de troupes fortes,
C'était face aux troupes alliées en Normandie, et puis une fois que tu le contournes, bon, voilà, quoi. Il n'y a plus rien derrière. Donc, Ça devient très très dur. Après, d'un autre côté, logistiquement, on peut pas imaginer. Enfin, ouais, imagine que t'es officier de la Wehrmacht à Toulouse à ce moment-là, tu vas pas faire. Non, on va rester là. On va les attendre. Je les prends, moi, les Franzos. Je les attends, moi. Tu vois, bon, c'est pas trop. Surtout quand t'as plus de chars, quand t'as plus rien, bon, à un moment donné, et qu'accessoirement, pour quiconque connaît un peu l'histoire de la résistance, c'est que très rapidement, tous les maquis en ont profité pour se soulever, hein, parce que déjà avant le débarquement, pareil, on a des lettres de soldats allemands qui expliquent assez bien que, ou des journaux intimes qui expliquent assez bien que, en fait, en dehors de certaines garnisons et de certaines routes qu'ils peuvent emprunter avec beaucoup de chars, beaucoup de blindés, de chenillés et autres, et sur lesquels ils sont plus ou moins protégés, dès qu'ils sortent des grands axes, ils sont canardés, quoi. Une fois sur deux, ils sont canardés. Ouais. Donc, sans vouloir faire jouer les muscles du maquis français, je pense que les maquis toulousains, élevés à la graisse de canard, les maquis du pays, s'ils étaient tombés sur des restes de troupes allemandes qui n'avaient pas eu le temps de se retirer, J'en aurais fait du cassoulet. ouais, voilà, ils les auraient mis dans la marmite et puis c'est tout. Bon, à ce titre d'ailleurs, on en rigole, mais c'est vrai que quand même on peut peut-être le citer pour cet épisode, puisque c'est une révélation qui est quand même assez récente. On a comme ça un ancien résistant qui a révélé l'existence d'un charnier. Je ne me rappelle plus la date, mais je crois que c'est de ce moment-là de la guerre que des résistants justement ont attrapé des soldats allemands. Sauf que comme ils avaient ni l'endroit pour les garder, ni la capacité d'encaisser un retour de bâton si jamais il y avait la moindre fuite, c'est-à-dire un raid punitif de la part du reste de l'armée allemande, ils ont tout simplement exécuté des prisonniers. Qu'ils ont mis dans un fossé, et l'affaire est restée un secret bien gardé quand même, parce qu'il y avait quand même plus de 20 ou 30 participants côté de la résistance française, donc personne n'a jamais évoqué la chose jusqu'à il y a je crois que c'est quelques mois ou un an, je sais plus, c'est assez récent. Ouais. Le dernier encore vivant a décidé de parler histoire que la chose ne tombe pas dans l'oubli, en considérant que voilà, ce qui avait été fait avait été fait. Je crois qu'il y a eu des recherches pour ce charnier fait par, je sais plus, la gendarmerie ou des archéos, et on n'a rien retrouvé sur place. La mémoire de ce monsieur a dû flancher un peu, parce que j'en avais entendu parler et on n'avait rien retrouvé. Ça a fait un petit peu un petit peu de bruit, parce que forcément c'est aussi les aspects les moins glorieux de la résistance qu'il faut pas oublier. C'est sûr que il y a tout le côté, effectivement, on renvoie un envahisseur chez lui, il y a une grosse solidarité nationale, etc. Faut pas oublier les aspects les plus sombres aussi, qui sont que il y a quand même des soldats dont certains ne sont pas des Allemands, comme on l'a dit, ne sont pas des nazis, qui vont aussi être exécutés froidement, juste en représailles, soit parce que en l'occurrence ils avaient pas de moyens de les garder, et par peur que les types s'échappent, ils les ont exécutés. Ça fait partie des points un peu plus sombres, on va dire, de la guerre. Après, de là, personnellement, à juger des actes, on sait pas trop dans nous ce qu'on ferait si on était dans les mêmes circonstances, quoi. Même si on sait que c'est un crime de guerre, même si on sait que c'est horrible, voilà, c'est qu'est-ce que nous on ferait si on était placé dans cette situation-là. Ce qui est intéressant, impossible de le savoir. je trouve, comme questionnement pour nous, parce que la résistance, en tout cas quand on la prend à toute petite échelle, c'est quand même aussi un phénomène qui est très local. Décider de résister, de collaborer, ou de rester neutre, attentiste, comme on a dit, pour 90% de la population, hein. Parce que oui, contrairement à ce qu'a dit le général de Gaulle, Comment toute la France n'a pas été résistante. 90% des gens ont simplement attendu que ça se passe. C'est assez difficile de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire nous, et dans quelles circonstances. Parce que résister, c'est quand même prendre d'énormes risques, pour soi, pour sa famille, pour son village même, hein. On le voit sur certaines représailles, hein, au Radour-sur-Glane, au hasard. Bien sûr, notamment. Voilà, c'est tout ça, je pense, ça se pose des questions qui sont intéressantes sur soi, autant que sur la grande histoire. Donc petit retour sur... je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce débarquement. On a juste pas parlé du commandant des forces françaises libres, des forces françaises Vas-y, qui alors, débarquent, le général de Lattre de Tassigny. Eh oui, le fameux. Qui est pas encore maréchal, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il sera fait maréchal, après la guerre, peut-être. Je crois que durant le conflit, personne n'est fait maréchal à cause de Ouais, un certain du maréchal. À Oh, cause du maréchal. Il paraît que c'était mauvais genre maréchal à ce moment-là. Oh, tout de suite, hein, vraiment. Un bonhomme assez particulier de Lattre de Tassigny, avec un caractère pas facile, hein, un caractère de diva quand même, un peu comme Montgomery.
qui va absolument occuper le devant de la scène. Alors que les Américains, eux, voudraient que les Français restent en coulisses, étant donné que même si l'armée française, l'armée B puis la première armée française, sous les ordres de Delatte, fait 150 000 hommes, ça reste quand même une armée taille moyenne, hein, une petite armée. Donc les Américains veulent qu'on soit plutôt là pour occuper le terrain, pour libérer les troupes américaines et pour le front. Donc Delattre, qui en plus a un caractère de diva, a du mal à se contenter de ce rôle. Mais heureusement, il a au-dessus de lui un général américain, Devers, le général Divers, qui a su très très bien le manager. Voilà, ils ont tous les deux eu des très bons rapports et du coup, il a réussi à le rester cadré. Divers est un général américain qu'on connaît très peu, notamment parce qu'on connaît surtout les généraux qui sont autour d'Eisenhower. Alors, je commence à faire des digressions, ça va pas du tout. C'est pas grave. Dans l'armée américaine, on fonctionne beaucoup, enfin dans l'armée américaine de 40-45, aujourd'hui j'en sais rien. Dans l'armée américaine, on fonctionnait beaucoup par coterie, par relation. C'est les généraux au sommet qui choisissent leurs collaborateurs et qui choisissent ceux qu'ils aiment bien, grosso merdo. Et c'est pour ça qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui donc l'équipe autour d'Eisenhower, donc Patton, Bradley, Collins, parce que ce sont eux qu'Eisenhower a choisi et ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Hein. Les vainqueurs écrivent l'histoire, mais même au sein même de leur propre camp. Et donc du coup, tous les généraux américains qui ont été vus par Eisenhower, à tort ou à raison, ça j'en sais rien, comme des ennemis potentiels dans la hiérarchie américaine, ont été un peu écartés. Divers, Patch, notamment, alors que ils n'ont jamais reçu de grandes opérations, alors qu'ils ont fait des opérations qui sont brillantes, hein, la remontée de la vallée du Rhône, des opérations en Alsace. Lorsque la situation est bloquée à l'hiver 44, Patch et Divers, ce sont eux qui ont fait des très belles opérations en Alsace, mais ils n'ont jamais reçu la priorité d'aller par Eisenhower parce qu'ils font pas partie du cercle d'Eisenhower. Voilà, donc je sais pas où était mon point de départ, voilà. Mais donc voilà, donc Delattre est un très bon général qui a un peu un esprit de plus d'infanterie et d'artilleur. Si on compare à un Leclerc par exemple, un général Leclerc, en fait on pourrait résumer ça en quelques phrases. On met les deux devant un char, Leclerc et Delattre. Leclerc verra d'abord des chenilles et Delattre verra d'abord un canon. Leclerc est beaucoup plus manœuvrier que Delattre. Delattre est vraiment infanterie très classique, qui va poser beaucoup de problèmes, notamment beaucoup de pertes en Alsace, encore une fois l'hiver 44, hein, quand il va vouloir prendre d'assaut des villages avec des chars sans soutien d'infanterie, sans rien, enfin ça va être un bain de sang. Voilà, mais quand même un général brillant qui va réussir de belles opérations, la poursuite en Allemagne après en 45, et ensuite, encore plus tard, durant la guerre d'Indochine, où là il réussit à quasiment ramener la paix, alors paix provisoire, on est d'accord, hein, voilà, mais il réussit quand même à bien stabiliser la situation. Voilà pour Delattre. Eh ben, merci Léopold. Personnellement, je suis plutôt fan de Leclerc. Déjà, qui a un caractère qui, en tout cas, apparaît comme beaucoup plus agréable. Et qui est quelqu'un, j'ai l'impression, qui comprenait quand même beaucoup l'environnement dans lequel il évoluait. Leclerc, c'est quand même lui qui va récupérer une bribe de tirailleurs en Afrique française équatoriale, avant de remonter pougner de l'italien assez adroitement, alors qu'il a à peu près 2 canons et 300 tirailleurs. Avant de devenir quand même un très très bon chef de blindés, avec des offensives qui sont quand même assez intéressantes, et un usage des blindés assez compréhensif. Et accessoirement, ce que je trouve aussi intéressant, tu as évoqué la guerre d'Indochine, c'est quand même le rapprochement qu'avait réussi à faire Leclerc avec Ho Chi Minh, quand même, pour ceux qui ne savent pas, donc le père de l'indépendance et de la révolution au Vietnam, et qui avait quand même réussi à trouver un accord politique et militaire avec Ho Chi Minh, qui sera malheureusement enterré par le haut fonctionnaire désigné par l'armée complètement anticommuniste qui décide que non, nous ne ferons pas d'accord avec les Viet Minh, ils sont communistes. alors, sachant que pour le contexte, les Viet Minh sont certes effectivement, Ho Chi Minh est effectivement passé par Moscou, surtout après le refus de la France, après la Première Guerre mondiale, d'offrir quelconque reconnaissance à ces pays indo-chinois, comme on dit à l'époque. Mais malgré tout, les Vietnamiens sont avant tout indépendantistes, avant tout presque nationalistes, hein, d'ailleurs, ce qui pour certains peut paraître assez paradoxal, tant le communisme s'est érigé par la suite en opposition au nationalisme. Mais c'est quelqu'un qui a quand même réussi du coup à trouver des compromis comme ça, assez forts. Ce qui en fait, d'ailleurs, l'accident de Leclerc, l'accident d'avion de Leclerc est une tragédie, je pense, pour la France et pour ensuite toutes les guerres qu'elle aura à mener ensuite. C'était quelqu'un qui avait l'air quand même d'être très apprécié autant de ses hommes, quel que soit leur groupe.
Ok. Ouais, je savais pas Mais qu'il bref. était mort dans un accident d'avion, tu vois. Ouais, En 47. malheureusement, il est En 47. Ah oui, donc juste après, décédé, quoi. il est décédé très très jeune. D'ailleurs, il a été fait maréchal à titre À titre posthume. 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 Parce que Leclerc, voilà. Il faudra un jour qu'on fasse un épisode sur Koufra et Leclerc, parce que Et ben, si elle a la main a tenu, c'est Leclerc. on le fera. Euh, Et du coup, justement, si je me permets de vous recentrer, messieurs, parce que là, vous êtes en train de partir Oui. vers l'Indochine, etc. Ouais. Euh, Ça dérive, on Arrête, est raison. c'est ça, t'as ça dérive raison, petit à allez. petit. Là, je me permets de vous recentrer sur le sujet. On respecte Franck, ton autorité. Allez. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'armée d'Afrique, justement? Ça nous permet d'avoir une certaine Ouais. transition, du coup. Alors effectivement, toutes ces troupes qu'on a évoquées, majoritairement, très majoritairement, elles viennent de l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, qu'est-ce que c'est? Alors en soi, c'est pas une véritable armée au sens strict. C'est comme ça qu'on appelle toutes les unités qui sont stationnées en Afrique du Nord, principalement, et par dérivation certaines qui sont sous son commandement indirect dans ce qu'on appelle l'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Cette armée, elle est très mixte, autant dans ses types d'unités que dans ses populations. Notamment puisque au départ, les quelques troupes d'occupation coloniale après la conquête de l'Algérie, après les conquêtes de la Tunisie, du Maroc, etc., sont vite raccrochées par des troupes locales, qu'on appelle parfois des tirailleurs, notamment par exemple les tirailleurs qu'on appelle les Turcos, les Turcos, je ne me rappelle jamais comment ça se prononce, qui globalement représentent des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, ainsi que tout un tas d'autres unités dont certaines sont originaires de l'Afrique du Nord et vont être intégrées par l'armée française, voire reprises par des unités de pieds noirs, ce qui est notamment le cas des Zouaves. Les Zouaves et les Spahis, qui sont à la base des unités locales, qui vont être rapidement suffisamment prestigieuses même pour les pieds noirs, pour que ceux-ci créent des régiments entiers dans lesquels ils vont être majoritaires, alors qu'à la base c'était censé être des unités locales. D'ailleurs, je vous invite à aller, chers auditeurs, à aller regarder un petit peu les uniformes, pour le coup, de l'armée d'Afrique, puisque avant que les Américains uniformisent tout ça, en filant du matériel à la France, les uniformes de Zouaves, de Spahis, de Goumiers sont quand même très très colorés et très Ouais, je vois ça, et, effectivement. et très originaux dans leur coupe. On est très loin de l'uniforme à la carré qu'on voit d'habitude. Les Zouaves, des grands pantalons très amples, en plus sur les couleurs françaises d'avant 14, donc rouge bien rouge, Garance et pas bleu horizon bleu, bref, du beau rouge et du beau bleu qui claque bien. Et donc elle est divisée globalement entre toutes ces unités très différentes, parfois composées de manière mixte, parfois composées exclusivement d'Européens ou exclusivement de coloniaux, donc pour les troupes coloniales, hein, précise. Et cette armée, ces troupes qui sont à l'intérieur sont assez bien réputées au combat. Alors que ce soit la plus célèbre d'entre elles, quand même, qui a été créée exprès pour la conquête de l'Algérie, il y a de ça maintenant bientôt non pas encore 200 ans, peut-être encore un peu moins, mais on s'en rapproche. La fameuse, l'invincible, celle qui ne se rend jamais, la Légion étrangère, qui est en partie à la base intégrée quand même à l'armée d'Afrique, mais qui ensuite ira sur tous les théâtres d'opération, hein, puisque aujourd'hui c'est même devenu sans doute le porte-étendard de la capacité de force française. On va avoir comme ça pas mal de troupes. Donc ces troupes en 44, elles incluent énormément de pieds noirs qui sont particulièrement mobilisés pour les combats. Et elle inclut donc pas mal de troupes coloniales, on a dit les chiffres tout à l'heure. C'est des troupes qui vont être déployées un peu partout. Ces troupes sont traitées malheureusement de manière différente, parfois en fonction de leur composition ethnique. Malheureusement, certains officiers ont parfois des idées qui relèvent quasiment du mythe, dans l'usage même de leurs troupes. Certains conférant notamment par exemple aux tirailleurs sénégalais et aux autres tirailleurs subsahariens une telle absence de résistance au froid qu'il faudrait quasiment les mettre à l'hivernage dans le cas où on serait sur des terrains susceptibles d'avoir de la neige. Donc on est sur du fantasme quand même assez fort, parce que même si c'est des populations qui effectivement n'ont pas forcément l'habitude du grand froid, sont pas non plus enfin des fois on a vraiment l'impression pour certains qu'on parle d'une espèce différente qu'il faudrait traiter différemment. Enfin bon, c'est les mentalités qui ont changé, hein, on le sait tous. Oui. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de rappeler un petit peu, surtout vu ce dont on parle. Donc toutes ces troupes qui vont participer, qui sont accessoirement quasiment tout ce qui reste de l'armée d'armistice. Quand on parle de l'armée française, on a tendance à parler avant la défaite et après la victoire. On n'a pas tendance à évoquer ce qui se passe entre les deux. Ouais. Alors qu'il y avait bel et bien une armée française sous Vichy qui est toujours debout. Elle n'est pas nombreuse, mais elle existe. Et c'est principalement cette armée d'Afrique. En fait, il faut bien comprendre que si Hitler accepte l'existence d'un régime de Vichy,
c'est pas pour la bonté de son petit cœur, c'est parce qu'il existe un truc qu'on appelle l'Empire colonial français, qui s'étend à ce moment-là sur grosse majorité de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale, et que les nazis ne veulent pas que cet empire colonial tombe aux mains des Britanniques. Afin de faire en sorte que ce territoire reste à minima neutre, voire lui soit plus ou moins favorable, ils vont donc autoriser Vichy à conserver une armée, principalement donc en Afrique, et lui autoriser d'ailleurs de garder du matériel. Les chars français les plus connus, notamment certains B1 bis, les très gros chars lourds qui ont fait tant de dégâts au début de la guerre, vont réussir pour certains à être envoyés en Afrique du Nord. Certains SOMUA, certains R-35 vont réussir à trouver leur chemin comme ça jusque dans l'armée d'armistice en Afrique du Nord. Cette armée, avant le débarquement de l'opération Torch par les Américains en Afrique du Nord, elle est assez relativement peu nombreuse par rapport à ce qu'elle deviendra par la suite, puisqu'elle compte moins de 200 000 soldats, on est entre 150 et 200 000 soldats, en fonction de ce que vous comptabilisez en tout et pour tout comme l'armée d'Afrique. Et elle va monter jusqu'à 350, 400 000 soldats après le débarquement en Provence. Donc elle va quasiment doubler de volume. C'est une armée qui est donc assez efficace, dont les unités sont quand même assez motivées, qui on l'a dit va fournir beaucoup de soldats, beaucoup de sacrifices aussi à la libération de la France. Enfin, je pense pas qu'on fera un épisode entier là-dessus, donc je voulais peut-être mettre un petit truc là-dessus. Qui va subir une défaite, un peu humiliante, mais pas aux mains des Américains, lors de l'opération Torch, mais aux mains de la résistance française à Alger. Puisque, oui, la résistance, ce n'est pas que en métropole, c'est ou dans les colonies ou dans les départements d'outre-mer, pour ce qui concerne l'Algérie, puisqu'on le rappelle à l'époque, l'Algérie, c'est 3 départements français. Et il s'avère que sur Alger même, on va trouver dans l'armée d'Afrique près de 15 000 soldats qui sont déployés pour la défense de ce qui est de facto la seule capitale libre de la France. Et ces soldats vont se faire joyeusement mener en bateau par la résistance pendant toute une nuit lors de l'opération Torch. Ce sont à peine 400 résistants français qui vont réussir à immobiliser 15 000 soldats pendant quasiment toute la nuit, jusqu'à ce que les Américains entrent dans la ville, et ce, avec des coups de génie. Le premier étant la capture quasiment sans effusion de sang de l'amiral Darlan, le chef de la France vichiste en Afrique du Nord, et pétainiste convaincu, qui est pris quasiment sans combat, puisque il ne s'attendait pas à trouver des résistants chez lui, et se contente de rentrer, de lui mettre un fusil d'assaut sous le nez, et de lui expliquer gentiment que c'est terminé, ce qui est quand même assez peu glorieux pour un amiral qui de toute façon connaîtra une fin tout à fait anticipée, puisqu'il sera assassiné quelques mois plus tard par un ancien résistant pour sa collaboration au régime de Vichy. Ce qui arrange d'ailleurs bien De Gaulle à ce moment-là, puisque Darlan faisait partie des têtes que les Américains avaient ciblées comme potentiellement utiles pour remplacer De Gaulle. Et ces résistants vont donc réussir à s'emparer du commissariat central, de la préfecture, des lignes de télégraphe et télécommunications. Bref, en l'espace de quelques heures, ils vont complètement bluffer l'armée française d'Afrique, et bluffer au sens littéral, puisque l'un des tours de passe-passe que vont utiliser les résistants face à l'armée d'Afrique, c'est que là où les Français sont équipés, on l'a dit, d'équipements d'armistice qui ont déjà plusieurs années derrière eux, surtout qu'on l'a dit, même s'ils ont récupéré un peu de matériel, ils doivent aussi composer avec ce qu'ils ont dans les stocks. Les résistants français ont obtenu quelques dizaines à peine de fusils automatiques britanniques, et l'un des représentants de la résistance va réussir comme ça à faire patienter plusieurs centaines de soldats devant un des bâtiments pris par la résistance, simplement en sortant du bâtiment avec le fusil d'assaut autour du cou, en allant gentiment voir le chef des troupes françaises et en lui expliquant que les types à l'intérieur avaient tous des fusils d'assaut comme ça, et que s'ils essayaient de rentrer, ça allait mal se mettre, et que tout ce qu'il leur demandait c'était de glandouiller un peu. Et le bluff a marché. C'est quand même assez fou, et je trouve que ça mérite d'être mentionné, parce que malgré toute l'efficacité de l'armée d'Afrique, malgré tout l'engagement des soldats qu'on verra par la suite en Italie ou en France, ils ont réussi à être bluffés comme ça par un type avec le fusil d'assaut du groupe qui a fait semblant qu'ils en avaient tous, qu'ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Comme humour, c'est très français, je trouve. Voilà, donc petit aperçu très rapide de l'armée d'Afrique, de ses zouaves, de ses goumiers, de ses spahis, de ses tirailleurs, de ses chasseurs d'Afrique, qui ont rendu par le passé et qui continueront ensuite de rendre de bons et loyaux services à la France, même s'ils n'en seront pas toujours récompensés à leur juste valeur, et dont certains régiments d'ailleurs toujours aujourd'hui portent encore les noms, même s'ils ne sont plus officiellement déployés en Afrique, il reste toujours les noms des régiments de spahis et de chasseurs d'Afrique
On en a à Valence, pas très loin. D'accord, à Valence. Ok. C'est vrai que quand on voit les images du débarquement de Provence, on a l'impression qu'ils ont chaud, les pauvres en équipement complet et tout. Enfin bref, je me rends compte quand moi je suis en t-shirt, je transpire comme un bœuf, mais alors bref. Et d'ailleurs, j'en profite, je pense que vous avez dû le voir, mais je conseille aux auditeurs Indivent, qui est un film qui parle justement de l'armée d'Afrique, en tout cas des gens qui se sont battus du coup dans le sud de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai vu quand j'étais gamin, je l'ai pas revu adulte, mais je me souviens qu'il m'avait bien marqué ce film-là. Je le revois pas alors. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ah, j'aime pas du tout. J'aime bien le fait que ça parle des coloniaux, hein, ça y a pas de souci. Ouais. Mais c'est juste que je rentre pas dedans. Je vois déjà, on va dire que je pinagne. Ouais. C'est-à-dire qu'historiquement, c'est compliqué, c'est ça? C'est ça. Je vois déjà Jamel Ah, merde. Debbouze avec un bras en moins, engagé. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Il peut même pas tenir un fusil. Enfin, il est sur le front. C'est rien que ça déjà, ça m'enlève, ça me Ça sort sort du complètement film, du film. Et puis alors la bataille de fin, quand tu vois les Allemands qui arrivent en plein milieu de la rue, ils essayent pas de se cacher, de se mettre à couvert. Enfin, je demande pas que le moindre bouton soit historique, mais que juste un peu de bon sens, quoi. De Enfin, cohérence, c'est compliqué. Ouais, J'avoue, je après, me souviens, ça, je je me pense souviens pas qu'on du tout. pourra Je me souviens faire qu'il m'avait marqué à l'époque, parce que je l'avais vu que je devais avoir 13 piges, je pense, un truc comme ça. ouais. Bah après, j'aime bien le fait que pour une fois, on a un film qui se concentre sur les soldats maghrébins et noirs, et ça, j'aime beaucoup. Mais on aurait pu faire tellement mieux pour pas grand-chose de plus, quoi, pour pas de beaucoup de budget de plus. Ou enfin bon. Ouais. à la limite, on pourra faire un truc spécial sur l'étude des batailles pourries au cinéma, Ah, que ça ce peut soit être dans un- Game of c'est un beau Thrones ou que projet, ce ouais. soit dans. Ouais. Ok, bon, Parce on qu'il y met a ça, beaucoup, Chacun choisit une beaucoup à en bataille dire. et c'est une très bonne idée, je vais le noter, tu sais quoi. on met ça dans les tiroirs. Des hors-série, les batailles nazes du cinéma. Ou pourquoi se Regarde, je note jeter en comme direct, des hordes bataille de zombies naze sur l'ennemi, ça du ne marche pas. ciné. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir bien voulu faire cet épisode en ma compagnie. Vous avez raconté comme toujours des choses très intéressantes. On se retrouve normalement dans quelques jours pour un prochain épisode classique de tout et de rien. Je sais pas vraiment qui ce sera, ça va dépendre bien évidemment de l'ordre de montage, mais ce qui est sûr, c'est que on se retrouvera un jour, et c'est pas du teasing en l'air, on se retrouvera un jour pour les batailles les plus nazes du cinéma. Voilà, Et c'est parti. c'est enregistré, c'était parti. Merci à vous et des bisous. Merci à vous, à toi. Eh ben écoutez, du coup, si vous êtes ready, on peut passer à la libération de Paris. Paris. Allez, c'est parti.